Je vous propose que nous reprenions le fil de la journée. Donc, après ces très riches présentations sur les différentes thématiques autour des 3 premières sessions, il nous semblait important de pouvoir animer une petite discussion autour des freins et des leviers possibles pour favoriser la synergie entre les producteurs et utilisateurs du monde de la santé. Et donc, raison pour laquelle nous avons souhaité organiser cette table ronde à laquelle participeront différentes parties prenantes, à la fois du monde de l'environnement, du monde de l'agronomie et du monde de la santé. Donc pour cette table ronde, je me réfère à mes notes pour ne pas me tromper dans les intitulés des postes des personnes qui seront présentes. Nous aurons donc Béatrice Fervers, qui est déjà intervenue ce matin et cet après-midi, donc qui est professeur associé spécialiste de en cancérologie et épidémiologie, chef du département prévention, cancer et environnement à l'université de Lyon. Nous aurons également Marie Ramon-Daré, qui est chef de projet design et innovation, chef de projet opérationnel du Green Data Forest. Et donc, Marie va nous expliquer ce qu'est le Green Data Forest juste après. Et donc, Marie travaille au Commissariat général au développement durable, qui est une direction du ministère de la Transition écologique. Et enfin, nous aurons également Enrique Barriuso, directeur d'unité et directeur de recherche au sein de l'UMR Eco6, pôle sciences du sol à l'INRAE AgroParisTech. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et avant d'initier la discussion donc, avec nos différents invités, on va donc commencer par une présentation du Green Data Forest, qui est une plateforme de combinaison de données environnementales. En tous les cas, Marie va nous en dire un peu plus, qui a été initiée dans le cadre du Plan national santé-environnement 4. Et donc, Marie, vous avez une dizaine de minutes pour faire votre présentation. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si je m'étends trop sur le sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Ramon-Daré, chef de projet du Green Data Forest, qui est une des actions phares du 4e plan national santé-environnement. Alors, avant de commencer la présentation, comment s'inscrit le Green Data Forest dans l'objectif plus global de santé-environnement, à savoir la production de connaissances sur l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. Eh bien, le Green Data Forest a pour objectif de permettre une meilleure mobilisation et valorisation des données environnementales pour la recherche en santé-environnement, et ce, par les acteurs de la recherche et de l'expertise. Donc, on va avoir 2 utilisateurs finaux, à la fois les chercheurs et les experts en santé-environnement, et également, on va avoir les producteurs de données environnementales qui vont être impliqués tout au long du process pour mettre en place cet outil. Et justement, Sébastien parlait tout à l'heure de la relation entre les producteurs et les consommateurs qui va être vraiment clé pour la conception de notre outil. Alors, cette première slide qui présente l'état des lieux de l'investigation qui a été menée pendant plusieurs mois auprès de la communauté, des producteurs et experts chercheurs en santé-environnement. C'est vrai qu'initialement, on pensait que l'on allait être confronté à une problématique de stockage des données environnementales, qui finalement s'est transformée en besoin de repérabilité. On avait beaucoup de chercheurs, notamment sur le champ thématique du bruit, qui avaient besoin d'accéder à des données, alors majoritairement brutes, sur les données du bruit, et qui ne les trouvaient pas et pensaient que celles-ci n'existaient pas. Donc on est rentré en contact avec les producteurs, la mission bruit CEREMA DGPR, qui nous ont expliqué que les données étaient mises à disposition. Seulement, les chercheurs ne savaient pas où les retrouver ou n'avaient pas été avertis de cette mise à disposition. Ouais, donc ça, c'est un exemple de repérabilité qui était vraiment un besoin majeur, d'autant que les données environnementales par rapport aux données de santé sont relativement ouvertes et accessibles par les experts et les chercheurs, et quand ils savent où les trouver, donc voilà, n'ont généralement pas trop de difficultés à y accéder. Deuxième enjeu majeur, celui de transformation. Par exemple, le format des données qui n'est pas toujours adapté. On avait des chercheurs qui nous disaient qu'ils accédaient à des fichiers contenant des millions de lignes, donc pas forcément les capacités pour les traiter derrière, ou des formats PDF, par exemple, récupérer des données au format PDF qui étaient compliqués à exploiter. Et la transformation, dans le sens où la plupart des données environnementales utiles pour la santé-environnement sont souvent collectées à une autre fin que la santé-environnement, que ce soit pour la surveillance ou pour répondre à une obligation réglementaire, ce qui fait que la granularité peut être insuffisante dans certains cas, pour être creusée avec des données de santé. Et enfin, le dernier, on en parlait tout à l'heure donc en introduction, la synergie entre les acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs, chercheurs, experts qui souhaiteraient mutualiser leurs efforts et pouvoir échanger entre eux. Besoin de synergie entre les consommateurs de données envers les producteurs,
pour faire remonter leurs besoins, notamment dans le cadre de la santé-environnement ou les soucis de granularité dont je parlais par exemple, et un besoin de synergie entre les producteurs eux-mêmes, notamment sur les enjeux d'interopérabilité des données environnementales et dans un second temps de santé. Alors, c'est à partir de cette investigation qui a duré donc plusieurs mois que le Green Data for Health s'est construit, et notamment son offre de services qui est actuellement incubée, en tout cas pour l'année 2022, par le Commissariat général au développement durable, et qui se constitue de 3 briques majeures, à savoir la première, le recensement qui répond à ce besoin de repérabilité, et qui consiste en un recensement de données environnementales, alors pas toutes les données environnementales, celles qui sont pertinentes, pour un usage en santé-environnement et pour être croisé avec des données de santé. Voilà, donc ce recensement, il est actuellement constitué de, allez, je dirais 140 jeux de données, bases de données, portails, provenant d'environ une quarantaine d'organismes producteurs et référents de données environnementales, qu'on remercie grandement pour leur implication pour développer le projet. Et donc ce catalogue qui sera bientôt accessible en ligne avec des métadonnées qui vont permettre de décrire ces données pour un objectif de santé-environnement. On retrouve les métadonnées classiques, alors qu'il s'agisse de métadonnées liées à la donnée, technique, juridique, générale, mais également des métadonnées sur mesure pour le Green Data for Health, des métadonnées santé-environnement qui vont permettre notamment d'identifier le milieu concerné par le jeu donné, d'identifier les agents physiques, biologiques, chimiques qui sont contenus dans l'environnement et mesurés. Voilà, donc ce type de champs qui ont été créés pour le Green Data for Health. La deuxième partie, l'accompagnement juridique, qu'il s'agisse d'accompagner les producteurs de données à comprendre le statut juridique de leurs données, quels sont leurs droits et leurs devoirs pour le partage, la communication de ces données, et également les consommateurs de données, comprendre comment est-ce que la donnée à laquelle ils souhaitent accéder peut être ouverte pour leurs besoins. Et donc là, on va avoir deux grandes fonctionnalités, deux grands services majeurs. La première, qui est la ressourcerie. Donc, on va mettre à disposition des fiches génériques sur le droit de la donnée. Qu'est-ce qu'un document administratif? Qu'est-ce qu'une donnée environnementale? Comment est-ce que je peux y accéder? Et un parcours juridique dynamique dans lequel l'utilisateur va pouvoir suivre certaines questions pour qualifier son profil, son besoin, et il va pouvoir aboutir à une fiche qui sera personnalisée en fonction des questions auxquelles il aura répondu. Et le dernier point, donc toujours cette animation pour fédérer l'écosystème qui se développe en plusieurs points. Une animation directement sur la plateforme où les utilisateurs vont pouvoir interagir pour donner leur avis sur la plateforme, sur les jeux de données qui sont recensés, et également une interaction qui se traduit par des ateliers ou des échanges fréquents, que ce soit avec les consommateurs de données ou les producteurs, et ensuite la poursuite de cas d'usage sur des problématiques concrètes qui ont été citées par les acteurs de l'écosystème. Alors, on a plusieurs cas concrets, un sur la repérabilité des données du bruit, un sur la meilleure repérabilité des jeux de données en lien avec la substance chlordécone. On va pouvoir taguer par exemple les jeux de données qu'on a dans notre catalogue. Sur la métadonnée réutilisation en santé-environnement, on va pouvoir taguer par exemple chlordécone, et le moteur de recherche, en tapant le nom de la substance, va pouvoir remonter les jeux de données associés par exemple. Et ici, je vous projette le cas concret sur la qualité de l'eau potable, où le besoin, l'objectif initial pour des chercheurs et des experts en santé-environnement était de pouvoir accéder à des données de qualité de l'eau potable à une adresse précise. Actuellement, on a d'un côté les données de la base CISO qui nous donnent justement les données remontées par les ARS de prélèvement de qualité de l'eau par unité de distribution. Et de l'autre côté, on va avoir la couche géographique disponible sur Atlas Santé. Mais on n'a pas de rapprochement existant entre ces deux types de données. Dans le cadre du Green Data for Health, donc toujours dans cet esprit de mobilisation des données environnementales, meilleure mobilisation, on a réalisé un pré-traitement, donc un script de jointure permettant de croiser ces deux types de données, ce qui permet aux chercheurs de taper, par exemple, rechercher, alors là on a l'exemple du nitrate dans la région Bretagne, taper concentration en nitrate à une adresse donnée et de pouvoir obtenir du coup le résultat associé. Donc, en partant de la base CISO et de l'API disponible, on peut également faire cette recherche sur divers pesticides, des insecticides, des herbicides. Par exemple, on avait fait le test avec un dérivé du glyphosate. Ouais, donc, ce sont les types de cas d'usage que l'on peut mener qui nous permettent d'affiner l'offre de services du Green Data for Health et de pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos utilisateurs. Et pour tenir le timing, je vais aller directement aux prochaines étapes. Donc là, nous sommes en train de finaliser la modélisation des données environnementales. Voilà, je précise bien qu'on est vraiment sur le périmètre des données environnementales
On ne traite pas les données de santé qui, elles, sont plutôt réservées au F-Data Hub. On ajoute de nouvelles ressources à notre catalogue en respectant cette nouvelle modélisation. Et je finirai par l'événement que nous organisons le 7 juillet prochain au matin, auquel d'ailleurs vous êtes tous conviés si vous le souhaitez. N'hésitez pas à venir me voir à la fin, pour le lancement de la communauté de la donnée publique en santé-environnement, avec un axe pour cette première édition sur la recherche en santé-environnement, et lors de laquelle on va pouvoir aborder justement 3 grandes séquences. La première qui sera le recensement des données environnementales. Pas sûr. Ah si, c'est bon. Voilà, donc la partie sur le catalogue, la deuxième sur on va dire une mini masterclass juridique sur le partage, la communication des données environnementales, et une partie avec un juriste du F-Data Hub qui viendra nous parler de l'accès aux données personnelles dans un objectif de recherche. Et la troisième séquence qui sera une table ronde sur les améliorations des données environnementales pour une meilleure mobilisation, donc avec plusieurs intervenants de l'OFB, probablement du CEREMA qui est à confirmer, et du F-Data Hub également, vu que nous co-organisons cet événement avec le F-Data Hub. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas s'il y a des questions, et puis je reste à votre disposition. Merci Marie pour cette présentation très claire sur une finalité très importante. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le sujet de la santé-environnement, et ça fait 20 ans, je pense, qu'on parle de la combinaison des données environnementales, et les perspectives que vous offrez sont tout à fait intéressantes, et merci aussi d'avoir respecté parfaitement le temps de présentation. Je vais donner la parole maintenant à Enrique, qui va donc nous faire une présentation intitulée « Système alimentaire et voies d'exposition des populations aux pesticides ». Des pratiques agricoles aux effets de santé, donc qui inclut effectivement une dimension très importante, qui est que l'exposition aux pesticides, en fait, pour la population générale, se fait également majoritairement par la voie alimentaire. On en a assez peu parlé jusqu'à présent, mais Enrique va nous donner des informations sur ce projet. Donc, bon, je tiens tout d'abord d'excuser Carole Bedos, qui devait faire cette intervention et il n'a pas pu venir. Je suis là à sa place, vous savez, je ne sais pas si vous avez gagné quelque chose ou pas. Et donc là, les organisateurs, donc, ils n'avaient plus connaissance de l'organisation, ce que nous on appelle en interne INRAE, métaprogramme CIALSA, et le métaprogramme d'une façon générale. Donc c'est un instrument interne à INRAE pour faire de l'animation transversale. À INRAE, on est organisé un département disciplinaire, et pour traiter certaines questions qui méritent, qui ont besoin de l'interdisciplinarité, on utilise le métaprogramme sur des questions spécifiques. Et donc ça, on a fait à INRAE un métaprogramme sur le système alimentaire et santé. Et on va faire un focus au travers de ces métaprogrammes des choses qu'on fait sur les pesticides, et en particulier, comme on vient de dire, sur l'alimentation. Donc là, d'une façon générale, quand on traite l'alimentation, on considère souvent un risque direct, les tenants en résidus des aliments, et au travers des régimes, et l'impact qu'on peut avoir sur la santé humaine. Et donc nous, à INRAE, on a l'habitude d'inclure cette alimentation dans un système alimentaire. Et pour nous, le système alimentaire, c'est quelque chose qui va de la production, de l'agriculture, de la production agricole au niveau de la parcelle, avec toutes les décisions des agriculteurs, passant par la transformation des aliments jusqu'à l'alimentation. Donc ça, c'est la définition pour nous du système alimentaire. Et donc, ce que souhaite faire le métaprogramme CIALSA, c'est de voir comment on peut passer de ces relations alimentation-santé, avec des risques directs, à une relation système alimentaire-santé, en incluant des risques indirects qu'on tient compte, on ne peut pas tenir compte tout le temps. En particulier des risques indirects qui sont liés, par exemple, à des émissions de polluants issus des pratiques agricoles, ou des émissions de certains formulants ou autres qu'on utilise dans les processus de transformation des aliments. Et on voit bien qu'il y a tout un ensemble de polluants et des émissions dans ces chaînes, dans le système alimentaire,
qui vont avoir des impacts directs sur l'environnement. On parle souvent des gaz à effet de serre, dont l'agriculture c'est une composante importante, mais il y a aussi toutes les pollutions diverses, pollution de l'air, de l'eau, des sols, etc., et dont les pesticides c'est un composant important de ces pollutions. Et donc là, on va avoir des risques indirects, parce que tout ça, ça va aller d'une façon directe ou indirecte à impacter la santé humaine. Et donc, dans CIALSA, ce qu'on essaye d'intégrer, avoir cette vision intégrée des systèmes. Avec une vision élargie de l'alimentation, pas uniquement l'alimentation, mais les systèmes alimentaires, et avec des multi-expositions qui sont en interaction entre la partie environnement et la partie alimentation. Et ce que CIALSA essaie de promouvoir, c'est une évaluation intégrée et une recherche de co-bénéfices environnement et santé. Donc, deux objectifs pour le métaprogramme CIALSA. Un premier objectif, c'est ce qu'il vient de dire, intégrer la santé humaine et environnementale en co-bénéfice pour tenir ensemble et mobiliser les concepts de santé globale. Et un autre objectif, c'est d'utiliser la santé comme un cadre intégrateur et un moteur potentiel pour essayer de promouvoir et accélérer des transitions. Donc, ça peut être un objectif très motivant pour accélérer la transition agroécologique, la transition énergétique, etc. Et pour ça, donc, il faut bien comprendre, mieux comprendre les divers mécanismes qui affectent ce qu'on a vu tout à l'heure, les effets directs et indirects via l'environnement et l'alimentation, et identifier, caractériser, évaluer les leviers à mobiliser pour accélérer ces transitions. Bon, c'est des choses qu'on a vues, que vous connaissez, donc je vais passer très vite. Donc, on a tout ce qu'on fait dans CIALSA et ce que je vais vous présenter, c'est positionné dans une échelle maillée entre les pratiques agricoles, l'exposition, une intégration à différents niveaux, ça peut être une intégration spatiale, ça peut être une intégration au sein d'un système agricole, et pour identifier les effets, les impacts vis-à-vis de la santé. Donc, on va voir, les pratiques agricoles vont impliquer donc, des systèmes de production donnés avec des flux de contaminants qui vont aller contaminer l'air, l'eau, les denrées alimentaires et les sols. Et ces flux de contaminants peuvent avoir des effets indirects sur les services écosystémiques qui vont impacter indirectement la santé humaine. Et il peut avoir des effets directs sur l'exposition vis-à-vis des populations avec des effets sur la santé. Et là, ce qu'on fait avec ces schémas-là, il y a trois étapes importantes. C'est caractériser ces flux de contaminants avec des expérimentations, des observations, des modélisations qui vont générer des données. Vous voyez bien que c'est des données de différentes natures, mais néanmoins, donc, c'est des données qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir traiter, et qui vont alimenter des choses qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, INRAE produit beaucoup de données qui se retrouvent après dans des bases de données ou dans d'autres systèmes. Donc, c'est la première étape, c'est la caractérisation des flux. Après, il faut qu'on mette en relation ces flux de contaminants et l'exposition des populations. Avec derrière, il y a quelle contribution, pour nous aujourd'hui c'est les pesticides, la contribution des pesticides à l'exposome par exemple. Donc c'est un objectif quand même important. Et pareil, on va voir des observations spécifiques pour traiter ces questions d'exposition accumulée, d'identification des biomarqueurs, d'utilisation de cohortes et de la modélisation, pareil, qui va générer l'ensemble de ces éléments, ils vont générer des données plus ou moins spécifiques. Et la dernière étape, c'est voir comment on peut quantifier les impacts de la santé vis-à-vis d'une exposition. Et donc, après, il y a toutes les mobilisations de la toxicologie, des mécanismes, différents types de mécanismes, modélisation, épidémie, cohortes, etc. Et donc là, il y a un enjeu important de ce qu'on traite dans ces schémas intégrés d'impact, d'exposition et impact, c'est essayer de pondérer les différentes voies de contamination, les différentes voies d'exposition, et en particulier les voies d'exposition alimentaire et environnementale, et en particulier pour les cas de pesticides. Donc voilà un peu les schémas de ce qu'on fait. Et donc après, les priorités de recherche par rapport au flux, c'est ce qu'on a vu au cours de la journée. Donc nous, on travaille beaucoup à INRAE, dans le métaprogramme CIALSA, sur l'identification des processus et des mécanismes qu'on va formaliser pour créer des modèles, pour créer des outils de modélisation. Et après, les outils de modélisation, comme on a vu dans l'exemple des chimères, il faut que ça soit confronté à des observations pour les valider ou pour pouvoir utiliser ces observations pour caler les modèles. Donc
bon, on ne rentre pas dans le détail, on a vu des exemples pour la modélisation, ce qu'on a vu sur Chimère, hein, c'est typiquement l'informalisation des différents mécanismes fondamentaux qui sont formalisés avec des équations mathématiques et intégrés et couplés pour obtenir des informations, par exemple des champs de contamination de l'air à des échelles très larges, c'est ce qu'on fait en Chimère, ou ça peut être des concentrations à des échelles plus locales, en particulier, dans l'exemple, c'est des contaminations des dépôts atmosphériques, des dépôts sous le sol, des produits de dérive de pulvérisation, hein, donc des transferts atmosphériques. OK. Et donc après, bon, donc il y a les réseaux d'observation, on a vu différents types de réseaux. Des questions qu'on se pose, des points importants. Hein, donc il y a toujours à chaque étape, on a des données, des problématiques de gestion des données, avec des problèmes de compatibilité des données. On a une nécessité de données avec une définition spatiale et temporelle spécifique, hein, en fonction liée aux pratiques ou en fonction des techniques utilisées. Et après, il y a toutes les questions sur les ciblages des périodes clés, sur les fenêtres d'exposition, la vulnérabilité, les stress multiples, etc. Avec une problématique qu'on n'a pas trop abordée, la problématique des changements climatiques, comment le changement climatique va affecter tous ces mécanismes et l'ensemble de ces processus. D'autres priorités de recherche par rapport aux expositions des populations, on l'a vu aussi dans la journée. C'est important de déterminer l'exposition, les déterminants, les facteurs qui vont déterminer l'exposition non alimentaire aux pesticides. Hein. Donc il y a des exemples dans les schémas. Et après, il y a une problématique très importante, c'est comment on arrive à coupler et à chaîner différents modèles pour intégrer et pour avoir une exposition complète, hein, avec ce que vous voyez dans les cases jaunes, hein, pour avoir des informations sur la concentration de polluants au niveau atmosphérique, dans l'eau et dans les denrées alimentaires. Et ça se fait par le couplage des modèles à différentes échelles et à différents temps. Des questions importantes, hein, donc toute la cartographie d'indicateurs, toute la dynamique spatiale et temporaire, comment on peut les représenter des points de vue cartographique, hein, l'identification des voies d'exposition et la pondération des voies d'exposition. Ce n'est pas la même chose faire une voie d'exposition par inhalation ou une voie d'exposition alimentaire, et après toute la problématique de couplage des modèles. Donc, bon, si elle ça, je vais passer. Hop, hop, hop. Donc, les verrous qu'on a identifiés, c'est il y a des verrous autour du devenir des pesticides dans l'environnement. Hein, donc, il y a certains verrous qui concernent les processus. Il y a certains processus qui sont suffisamment pas bien expliqués. Et en particulier, on a des problèmes avec la formulation des produits phytosanitaires. Souvent, on parle de matières actives, mais en réalité, ce qu'on utilise, c'est des produits formulés. Et ça va provoquer sûrement des modifications importantes du devenir de ces produits dans l'environnement. Il y a des verrous concernant la description des pratiques, on l'a traité au cours de la journée. Hein. Il y a des verrous autour de la prise en compte des changements climatiques et modification des produits qu'on va utiliser, modification des bioagresseurs, hein, liés au changement climatique, hein, avec l'application de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques de protection qui ne sont pas suffisamment renseignées. Et après, donc, il y a toute la nécessité d'avoir des infrastructures analytiques adéquates pour l'acquisition de données sur les différents compartiments de l'environnement. Il y a des verrous par rapport aux impacts sanitaires, et en particulier, quels indicateurs et quels mécanismes toxicologiques sont associés aux impacts. Est-ce que c'est la même chose pour un humain ou par un organisme de l'environnement? Donc ça, il y a des verrous importants d'identification du point de vue mécanismes toxiques. Il y a des manques sur les valeurs toxiques de référence par inhalation. Souvent, on fait des transpositions de voies pour faire l'évaluation des risques. À mon avis, ce n'est pas suffisamment argumenté. Après, bon, c'est des choses qu'on dit tout le temps, hein, de la problématique d'effet cocktail, que ce n'est pas suffisamment traité. Et il y a toute la problématique des produits de transformation, etc. Hein. Et après, bon, donc, il y a toutes les questions autour de l'exploitation des cohortes et la spatialisation des données de santé et d'exposition, avec toute la reconstitution des expositions, comme on a vu un peu au cours de la journée. Et dernier point, donc, c'est l'évaluation intégrée et la contribution à la caractérisation de l'exposome. Donc, il faut évaluer d'une façon assez précise la contribution de l'agriculture à l'impact sanitaire, avec des questions sur la localisation par rapport aux zones agricoles. Hein. On a parlé beaucoup de distances,
c'est important que cette caractérisation se fasse par rapport à cette distance et par rapport à la localisation des organismes, des humains, par rapport à la distance des parcelles agricoles. Il y a des questions qui se posent autour de ces faits en fonction des voies d'exposition. On a parlé d'inhalation, alimentation, exposition cutanée. Et de l'identification des populations à risque et la vulnérabilité, fenêtres d'exposition, c'est des choses qu'on a vues. Et après, donc, par rapport, on fait les liens par rapport à l'utilisation d'infrastructures, la création, et la mise en place et l'utilisation d'infrastructures analytiques, et en particulier France Exposome, ça peut être quelque chose qui est très, très important, qui va générer beaucoup de données aussi par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup Enrique pour cette présentation qui remet en perspective tout ce qui a été discuté aujourd'hui par rapport à la complexité finalement d'un système dans lequel on cherche à faire le lien entre la santé et l'environnement au sens large, qui inclut également des questions, comme tu l'as dit, d'alimentation, de fonctionnement de nos agroécosystèmes, avec en perspective la question du changement climatique. J'ai aimé que tu aies dit en introduction de ta présentation que la santé devait être un moteur pour faire évoluer des politiques publiques et des modèles de société, évidemment en étant vigilant à ne pas accentuer les inégalités sociales. Je pense que c'était sous-jacent, mais qu'en tous les cas, cet élément-là fait que nous sommes tous aujourd'hui réunis, puisque chacun dans nos disciplines, je pense, nous sommes conscients de l'intérêt de santé publique que revêt la question des pesticides et que nous travaillons collectivement pour pouvoir effectivement, sur la base des données de santé, évaluer et faire évoluer, le cas échéant, les politiques publiques, avec aussi cette ouverture que tu as donnée au concept One Health, auquel nous sommes également attachés à Santé publique France. Merci à tous les deux pour vos présentations. On va maintenant passer directement à la discussion avec un premier point. Peut-être Marie, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les freins et les freins que vous avez pu identifier, même si vous avez déjà dans votre présentation esquissé un certain nombre de freins. Mais voilà, en fonction selon l'expérience que vous avez eue par la mise en œuvre de ce Green Data for Health, quels sont selon vous encore aujourd'hui les freins qui existent? Vous avez parlé des difficultés, par exemple, pour certains chercheurs à trouver des bases de données que vous avez appelées une notion autour de la repérabilité. Est-ce que, selon vous, ces freins sont complètement levés aujourd'hui, ou il y a encore des freins que vous identifiez qui nécessitera encore un travail de plus ou moins long terme pour pouvoir finalement faciliter complètement l'accès à ces bases de données par les différentes communautés? Oui, alors les freins, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr que non. Enfin, j'aimerais bien qu'ils soient d'ores et déjà levés, mais c'est justement notre travail dans les prochaines années. On a du travail pour une décennie, je pense. Initialement, c'est vrai qu'on nous avait missionné pour créer l'équivalent du Web Data Hub en se disant, comme on stocke les données de santé, on va stocker les données environnementales. Et on s'est vite aperçu que finalement, les données étaient d'ores et déjà stockées, disponibles à certains endroits, mais vraiment le plus gros problème et le besoin le plus prégnant est vraiment ce besoin de repérabilité, savoir où se trouvent les données. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler au quotidien avec l'aide des producteurs, avec l'aide des consommateurs de données qui vont nous aider à enrichir petit à petit notre catalogue qui sera bientôt disponible en ligne. Donc ça, c'est le premier point et qui, je pense, sera perpétuellement en évolution, en amélioration au fur et à mesure que des données seront disponibles et justement, vous en parliez tout à l'heure. Le deuxième point sur justement une meilleure interopérabilité des données, alors que ce soit entre données environnementales, nous qui est vraiment notre périmètre, et puis après pour être croisé avec des données de santé. C'est la même chose, on va continuer à travailler dessus, que ce soit en réalisant des scripts, alors qu'on va internaliser nous pour déjà croiser des données, ou travailler avec d'autres consommateurs de données, des chercheurs qui réalisent des scripts et qu'on pourrait mettre en avant par exemple. Ou en mettant en place des appels à projets pour financer la montée en qualité de bases de données existantes. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les freins majeurs. La granularité souvent insuffisante sur des périmètres spatio-temporels. Et le dernier point qui est la synergie qui est un réel besoin. On se rend compte que là, actuellement, on crée une solution technique qui est un catalogue en ligne, mais qui n'est pas une finalité en soi. Vraiment, ce qui concerne l'animation est vraiment le nerf de la guerre et ce pourquoi on lance cette communauté. Et au quotidien, on travaille tous les jours avec des chercheurs, des experts, des producteurs pour faire en sorte d'améliorer notre solution et notamment cohabiter avec d'autres infrastructures qui existent d'ores et déjà pour ne pas doublonner et faire en sorte de créer un commun qui puisse servir même sur d'autres périmètres in fine.
Et j'imagine que dans cet espace, il faut être aussi vigilant à préserver les spécificités de chacun qui peuvent répondre à des questions réglementaires de surveillance et ne pas oublier ces objectifs-là initiaux de ces bases de données environnementales. Et donc, vous aurez à jongler avec tout cela. Enrique et Béatrice, j'ai envie de vous poser la même question sur la question des freins, mais auparavant, peut-être une question, je ne vous avais pas informé de ça, mais est-ce que vous connaissiez l'initiative du Green Data Forest? Est-ce que selon vous, elle répond à des préoccupations que vous auriez pu rencontrer dans vos projets tels que vous nous les avez exposés aujourd'hui? Oui, Enrique, peut-être. Oui, tout à fait. Hein. Donc, bon, il connaissait, hein. Donc, il travaille un peu avec le ministère de la Transition écologique. Hein. Il connaissait un peu l'initiative. Il ne connaît pas les détails, hein, mais il trouve que c'est une initiative très intéressante et, à mon avis, très fructueuse. Hein. Donc, tant pour les fournisseurs de données que pour les utilisateurs et pour les chercheurs, hein, parce que si on arrive à avoir une concentration, une localisation des données, c'est génial. Quoi. Souvent, on court à droite à gauche pour avoir ce type de données. Quoi. Et justement, par rapport à ces freins que tu as pu identifier au travers du projet que tu nous as présenté en lien avec tes collègues, quels sont selon toi les freins pour INRAE qui existent encore aujourd'hui pour avoir accès à d'autres données telles que celles que tu nous as exposées? Ouais. Donc, nous, ce qu'on est confronté, on l'a évoqué dans la journée, c'était tous les problèmes de pratique liés aux pratiques. Donc, là, on a souvent des difficultés à avoir des informations et surtout que c'est des informations qui ne sont pas disponibles sur des bases de données. Il faut souvent faire des enquêtes, c'est appeler le travail un peu de structuration de ces informations pour le mettre dans des bases de données, etc. Donc, par rapport aux pratiques, les pratiques, ça va des calendriers des dates d'application des produits, par exemple, ou les techniques utilisées pour l'application des produits. C'est des informations quand même importantes pour faire des estimations après de la dispersion, le transfert des produits. Ça, pour nous, c'est quelque chose, ça a été un peu évoqué. Tout ce qui concerne les pratiques, c'est quand même un frein important, quoi. Après, il y a une question, nous on l'a beaucoup traité à INRAE pour les données de qualité des sols. Je ne sais pas si se pose dans les cas, c'est la question de propriété juridique des données. Je ne sais pas comment c'est réglé dans les initiatives actuelles. En tout cas, pour les sols, c'est une question qui a été assez difficile à traiter, quoi, hein. Donc, pour l'inclure dans des bases de données, pour pouvoir utiliser les données après, quoi. Et après, il y a un problème qu'on a, c'est la localisation des observations. Hein, où est-ce qu'on fait les observations, où est-ce qu'il est plus pertinent de faire des observations. Ça, c'est pas évident, on ne peut pas être exhaustif. Donc, il faut utiliser la modélisation pour bien optimiser les endroits, pour concevoir un plan d'échantillonnage, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça, c'est important. Et là, ce qu'on a vu, moi, ce que je vois un frein important, on a vu des illustrations des cartes, des différents types de cartes qui ont été montrées, mais on voit bien qu'on a besoin d'avoir des cartes dynamiques. On ne peut pas se baser uniquement sur un point, une photographie, une date donnée, une année donnée pour faire une estimation. On voit bien qu'il y a, même par rapport aux effets, il y a une latence des effets. Et ce qu'on a observé en 2010, ce n'est pas la même chose qu'on va observer ici. Donc, voilà, un phénomène de latence et besoin d'avoir un certain dynamisme, voilà, et des cartes un peu plus dynamiques, pas uniquement des photographies à un moment donné. Merci Enrique pour ces éléments. Et j'ai envie de poser la même question à Béatrice. Donc à la fois sur est-ce que tu connaissais l'initiative Green Data Forest? Est-ce que semble selon toi répondre à des préoccupations que tu rencontres tous les jours dans tes projets tels que tu nous as exposés aujourd'hui? Et par ailleurs, d'un point de vue là, plutôt spécialiste santé humaine, quels sont les freins que tu identifies justement pour recourir à des bases de données environnementales pour pouvoir mener ces estimations géographiques des expositions? Merci Denis pour ces questions qui sont effectivement importantes et bravo pour cette initiative dont j'avais entendu parler et très contente d'avoir pu voir aujourd'hui un petit peu plus ce qui est dedans. Peut-être pour répondre à cette première question, je pense que c'est déjà un pas très important de créer cette méta-base de données pour mieux informer où se trouvent des données ou permettre d'identifier des données qu'on n'avait peut-être pas, nous, sur l'écran radar. On avait en 2006, c'est ça, Élodie? On avait cette même idée et commencé la mise en place d'une métabase de données pour la région Rhône-Alpes avec
les acteurs, et notamment l'acteur Enviterra, qui était hébergeur de cette métabase de données. De la base de cette expérience, on a eu en fait je dirais, au moins 3 écueils, et sur lesquels j'aurais aimé de voir aussi la vision de Marine, à savoir, premièrement, des réticences de certains acteurs à rendre accessibles les données, ce qui fait qu'on a travaillé essentiellement sur les métadonnées, c'est-à-dire la description, qu'est-ce qui est dans les bases de données. Un deuxième écueil sur lequel je vais revenir, c'est la fragmentation, et que les producteurs de données n'ont pas les mêmes finalités. Ils n'ont pas forcément une finalité de mettre leurs données à disposition. C'est un surcroît de travail, et on a rencontré des freins par les acteurs qui n'avaient pas le temps ni les moyens de créer ces métadonnées ou faire ce linkage. Et puis, un troisième niveau, c'est que ça nécessite un suivi et une mise à jour. Et quelque part, le financeur n'avait pas prévu que ça nécessite, c'est pas un one-shot financement en disant « Ah, bah, du coup, on a ça, c'est top ». Et il y a la mise à jour. Et donc, je pense que ça, c'est fondamental à intégrer. Et évidemment, ça répond à certains des limites qu'on a vues aujourd'hui. Et je pense que si on veut les résumer ou structurer, on peut distinguer des difficultés et des freins qui sont liés aux réalités des pathologies sur lesquelles on travaille, sur la réalité des expositions, mais aussi sur la fragmentation du système sur lequel le GDH4H, oui, c'est ça, vise à répondre. Alors, réalité des pathologies, on a vu, on travaille sur différentes échelles pathologiques, échelles temporelles et spatiales de nos pathologies. On a les données environnementales, les données alimentaires. Si on a pu montrer la capacité à récupérer les données environnementales à travers l'histoire résidentielle de façon rétrospective, on a fait notamment ce travail avec la cohorte E3N où on a récupéré pour 11 000 femmes les adresses résidentielles vie entière. Les données dans la littérature montrent que au-delà d'1 an rétrospectivement, on ne peut pas récupérer les données alimentaires de façon rétrospective, et donc des limites dans d'appliquer ça pour les données aujourd'hui existantes, et des cohortes notamment qui n'ont pas au départ été conçues il y a 25 ans, 30 ans pour répondre aux questions environnementales. Les difficultés aussi liées aux réalités des expositions qui sont complexes, donc multisources, avec des expositions multiples, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut rencontrer des conflits qui sont liés à du mismatch entre l'échelle pathologique et l'échelle des données qu'on peut avoir en face, ou qu'on peut avoir comme dans le cas des adresses rurales où on a souvent encore pas de nom de rue, de numéro de rue, ou des incertitudes sur nos adresses qui sont plus importantes, par exemple dans la pollution atmosphérique, où on travaille sur une décroissance spatiale qui est de 150 mètres pour l'oxyde d'azote, dans des imprécisions qui peuvent aller jusqu'à 2000 mètres sur la commune. Donc on peut avoir ces conflits-là. On a aussi, je pense que c'est très riche cette journée, on a vu qu'il n'y a pas de gold standard sur les indicateurs à créer, et qu'il y a vraiment un travail de recherche à faire pour travailler là-dessus, tester différents indicateurs et de travailler ensemble entre les différentes équipes. Il y a eu des approches très complémentaires, très intéressantes pour s'approcher dans la construction des indicateurs. En ce qui concerne les fragmentations, je pense qu'il y a une vraie duplication d'efforts et perte d'énergie, du coup aussi potentiellement de ressources. On n'a pas aujourd'hui de base de données unique pour créer des indicateurs, et Perrine a très bien montré ce matin le système de réunir les données de différentes bases de données
pour pouvoir au plus près s'approcher de ces systèmes. On a cette fragmentation entre producteurs et utilisateurs qui n'ont pas les mêmes finalités. Et donc, du coup, on a ça souvent, on s'adresse à Météo France, à l'IGN. Et en fait, ils ont d'autres finalités, d'autres objectifs. Ils n'ont pas le temps à prendre, à nous répondre à nos besoins. Et donc, ça, c'est aussi, ça ne va pas se résoudre en mettant en place une base de données. C'est différentes finalités, mais aussi des environnements institutionnels. Et c'était très, très pertinent de voir et super de voir. Et la plupart des présentations étaient faites en binôme de spécialités différentes. Et donc, on a sur ce frein important que cette approche-là, notamment sur les pesticides, ne peut pas se régler avec une discipline, pas avec deux, et probablement pas avec 3 ou 4. Ça nécessite une approche interdisciplinaire, voire transdisciplinaire. On a trans et aller au-delà. On a besoin de voir quelles sont les réflexions et les mécanismes et les méthodes des autres disciplines pour pouvoir se connecter. Et puis, la quatrième fragmentation, encore dans celle des disciplines, on n'a pas forcément une communication, il y a une perte de transfert de connaissances. J'ai au centre Léon Bérat des collègues qui travaillent plus sur la biologie moléculaire, sur les mécanismes. Ils ne vont pas forcément avoir le temps et prendre le temps, connecter et rapporter leurs informations directement dans ces bases de données. Et Astrid et d'autres ont essayé de connecter ces bases de données sur les mécanismes qui sont très importants pour choisir les bons molécules. Et là aussi, il y a une fragmentation. Et puis, dernier niveau de fragmentation, c'est les financements qui sont souvent fragiles, non pérennes. Comme c'est un sujet de... comme on peut l'appeler socialement vif, les pesticides, les financements sont aussi impactés par le cycle électoral et les couleurs politiques. Et donc, on a aujourd'hui des incertitudes sur certains financements qui ne sont pas pérennes. Et puis, d'autre part, on a vu aujourd'hui la complexité des champs de recherche propres pour développer les outils. Or, beaucoup d'appels à projets dans le domaine de la recherche, en fait, ne sont pas formalisés, et ça c'est mon dernier mot là-dessus. On pourra y revenir dans la discussion. Pour financer effectivement cette recherche méthodologique, mais ils veulent tout de suite avoir les résultats. On ne peut pas les apporter de façon fiable parce qu'on n'a pas les outils. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Béatrice pour ces différents points. Et encore une fois, il y a encore 2 questions et on pourra revenir notamment sur la question de la structuration des appels à projets de recherche dans la dernière partie de la discussion. On voit effectivement, comme tu l'as dit, la nécessaire interdisciplinarité qu'il faut avoir et on a une très bonne illustration aujourd'hui avec l'ensemble des expertises qui sont réunies soit ici à Saint-Maurice, soit en ligne. Donc ça, c'est quelque chose d'assez frappant qui est assez commun finalement en santé publique, j'ai envie de dire, mais en particulier en santé environnementale, et que plus on va vers l'ouverture et la mise en accès des différentes données, plus on aura finalement à aussi peut-être faire venir autour de la table de nouvelles expertises que les sachants des mécanismes de dispersion, du devenir des polluants, etc. n'ont peut-être pas forcément, qui sont des expertises autour du traitement de l'information, autour du traitement big data, autour de l'intelligence artificielle, qui sont peut-être des communautés avec lesquelles forcément en épidémiologie environnementale ou en sciences environnementales, on n'avait peut-être pas l'habitude de travailler il y a 10, 15 ou 20 ans. Et là-dessus, du coup, Marie, quel est votre point de vue lorsque vous avez monté l'incubateur Green Data for Health? Comment vous avez cherché ces différentes expertises et comment vous les avez éventuellement internalisées au sein du Green Data for Health? Ça marche mieux avec le micro. C'est vrai que je n'ai pas précisé, nous, le Green Data for Health, on est une toute petite équipe et on n'a pas d'expertise métier à proprement parler en santé-environnement. Moi, je suis designer de métier, on a un autre designer dans l'équipe, une juriste, une data ingénieure, on vient d'accueillir un développeur. Ce qui fait qu'on avait vraiment besoin de soutien d'experts métiers, d'organismes publics, ANSES, Santé publique France, Morgane, merci encore pour toutes les heures à bénéficier de ton expertise. Voilà, on a vraiment les producteurs qui nous accompagnent, les chercheurs. On a vraiment un écosystème très bienveillant. On a la chance également en interne, nous, dans l'incubateur, donc l'Ecolab dont je fais partie, le laboratoire d'innovation par la donnée, d'avoir des profils data qui nous ont aidés, par exemple, à créer le script de jointure pour les données de qualité de l'eau. Voilà, ce sont des expertises qu'on acquiert
parce que, comme vous le disiez, on croit vraiment à l'utilité de cet outil et les personnes souhaitent nous aider parce qu'ils savent que c'est un outil qui sera à leur service. Et d'ailleurs, je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur les écueils que vous aviez rencontrés dans la création de l'outil, parce qu'actuellement, il y a plein de choses qui se structurent, mais qui n'ont pas dépassé le cap de la mise en place de l'outil et la vie de l'outil. À plus d'une année, 2 années. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce retour d'expérience, et notamment, vous disiez sur le fait de continuer à embarquer les acteurs. Je pense que ça va vraiment être pour nous la plus grande difficulté, le fait de se dire prouver notre valeur et sans cesse continuer à améliorer cet outil. Vous disiez tout à l'heure comment faire en sorte aussi de demander à des personnes d'ouvrir leurs données, de les partager, alors qu'ils n'ont pas forcément envie de le faire. Alors nous, on est dans le contexte, suite à la Convention d'Aarhus, la loi Le Maire, qui prône l'ouverture et le partage de ces données, donc ça facilite le travail. Mais effectivement, il y a toujours ce retour qui va être l'augmentation du travail des producteurs, notamment pour des objectifs qui sont autres que leurs objectifs principaux, comme vous le disiez, répondre à la réglementation par exemple. Nous, on va servir de modérateur entre ces consommateurs de données et producteurs, notamment pour récupérer le type de questions et se rendre compte de la charge que cela impliquerait pour les producteurs. Donc ça, j'ai pas réponse à tout, mais je pense qu'on va apprendre au fur et à mesure, et en tout cas, voilà, on avance avec l'écosystème du mieux qu'on peut. Merci, oui, ce que vous illustrez très bien, c'est l'importance de l'écosystème et de l'animation des acteurs et de les faire se retrouver aussi autour d'un objectif convergent et qui fait que ces acteurs adhèrent à votre projet puisqu'on est bien là, en particulier sur les pesticides, pour répondre à ces questions extrêmement complexes et pour faire écho à un commentaire du chat, certainement aller à terme vers des améliorations sensibles des méthodes d'évaluation, y compris réglementaires, puisque aujourd'hui, jusqu'à présent, ces méthodes souffrent justement d'une observation agrégée des différents indicateurs. Et donc, il y a effectivement des limites, mais toutes ces initiatives qu'on discute aujourd'hui ont vraiment pour ambition d'améliorer notre connaissance, d'améliorer les indicateurs de connaissance des expositions et d'impact sur la santé des populations. Et par ailleurs, on parle aujourd'hui du pesticide, mais tout ce que vous avez entrepris autour du Green Data Forest, et vous l'avez dit dans votre présentation, n'est pas focalisé uniquement sur les pesticides. Enrique, INRAE, comment l'INRAE s'empare de ces nouvelles disciplines en termes de traitement de l'information, et est-ce qu'il y a des profils nouveaux qui sont créés? Est-ce que vous recrutez de nouvelles expertises, ou est-ce que là aussi vous travaillez plutôt avec des partenaires de l'écosystème qui vous aident à travailler à ces nouvelles méthodes? On fait les deux. Donc, en fait, pour pouvoir être efficace dans la création d'un partenariat, il faut quand même avoir quelqu'un qui fasse la liaison. Donc, quand on n'a pas du tout de connaissances ou de compétences pour pouvoir faire ces liaisons, c'est quand même très difficile d'établir ces contacts. Donc, quand on travaille, par exemple, avec l'INRIA, c'est souvent des personnes qui sont un peu qui sont des compétences, traitement des données, traitement informatique, etc., qui vont s'occuper de faire ces liaisons pour pouvoir approfondir et mobiliser des compétences beaucoup plus pointues qu'on peut trouver dans l'INRIA ou ailleurs, quoi. Donc ça, et après, il y a une modification, effectivement, des profils de recrutement. Et moi, j'ai le sentiment que depuis une dizaine, une quinzaine d'années, donc, on recrute... À INRAE, on n'a pas trop tendance à recruter de la personne pointue dans un domaine qui est vraiment qui n'est pas central pour INRAE. Donc, on cherche plutôt quelqu'un qui a une double compétence ou qui a par exemple en agronomie, donc quelqu'un qui est compétent en agronomie, mais en même temps qui est compétent en traitement, en analyse de données, en faire des statistiques pour traiter des questions sur tout ce que c'est agronomie globale, etc. Donc c'est plutôt ce type de profil. Néanmoins, donc, il y a aussi des profils assez pointus quand c'est des sujets qui sont bien traités. Sachant qu'il y a beaucoup de générations, beaucoup de données. À chaque fois qu'on fait la biologie, il y a des équipes qui font de la génétique, etc. Donc là, il y a des données quand même très importantes et il faut avoir des capacités de traitement des données. Après, il y a depuis quelques années, il y a quelques profils à intelligence artificielle qui sont recrutés, mais toujours avec, c'est pas des profil pur en intelligence artificielle, c'est plutôt des gens qui ont des compétences en intelligence artificielle, mais qui sont des connaissances minimales en agronomie. Si vous voulez compléter, bon, il y a l'expertise en interne et il y a l'impression qu'il y a une certaine méconnaissance de l'expertise qu'on peut trouver ailleurs.
Et des réunions comme celle d'aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ça permet de mettre en relation des compétences ou des choses qu'on ne connaît pas, etc. Donc, on a parlé ce matin, j'ai mentionné on a tourné beaucoup autour de l'occupation des sols, etc. Donc il y a un GIS sol qui dans l'objet de ce GIS, c'est vraiment la manipulation, l'utilisation et la structuration des données sur le sol. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose à mobiliser. Si ce n'est pas connu, il y a un problème. Il faut vraiment qu'on le mobilise. De même pour la création des cartes, je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec des outils de télédétection, par exemple. Donc, il y a des consortiums au niveau national et au niveau européen sur l'utilisation des différents types de satellites qui permettent l'acquisition de données. On a une carte annuelle d'occupation des sols qui est faite par TIA avec des résolutions de 10 cm, par exemple. Donc, je ne sais pas si c'est très connu, mais à mon avis, il y a des mines d'informations et que ce n'est pas suffisamment utilisé. Ça vaut peut-être le coup de regarder avant de se lancer à faire des choses, si on peut trouver des informations par ailleurs. Et tout ce que c'est vraiment information satellitale, donc il y a même il y a on a des cartes d'occupation des sols depuis une vingtaine d'années avec une mise à jour annuelle avec différents satellites. Effectivement, ce que tu dis milite pour décloisonner au maximum nos cercles d'experts et d'aller vers les autres. Et alors c'est facile à dire, mais en tous les cas, et je pense que ça rejoint la question aussi d'identifier les acteurs de l'écosystème, d'animer un réseau, ce qu'on a organisé aujourd'hui et qui j'espère n'est qu'un premier jalon parmi une longue série de séminaires. Mais en tous les cas, je pense que c'est extrêmement important effectivement ce que tu dis là, de manière à pouvoir approcher les différentes données disponibles. Béatrice, dans ton laboratoire, pour développer les projets que tu nous as présenté aujourd'hui, quelles étaient les expertises un peu nouvelles ou auxquelles tu n'étais peut-être pas habitué il y a une vingtaine d'années et vers lesquelles tu as dû te tourner pour pouvoir mettre en œuvre ces différents projets? Merci, c'est effectivement un voyage très passionnant parce que on découvre d'autres disciplines et on doit s'ouvrir à d'autres disciplines. Alors, effectivement, je viens de la cancérologie. À la base, je suis cancérologue et épidémiologiste, donc je suis déjà moi-même un petit peu interdisciplinaire, ce qui aide. Que la cancérologie, on ne peut pas soigner un cancer juste avec la chirurgie ou la chimiothérapie. Il faut toujours au moins 3 ou 4 disciplines autour de la table et donc une certaine culture dans ce domaine de s'ouvrir à d'autres qui peuvent aider à résoudre les problèmes qu'on peut avoir. Ensuite, on a effectivement dans l'équipe à la fois développé des expertises et ouvert à d'autres disciplines, donc avec d'abord Élodie Faure et puis maintenant Lénie Grasso, l'expertise clé pour ses travaux de la géomatique. Et puis on a renforcé les acteurs en épidémiologie. Je pense que c'est vraiment les deux disciplines clés à l'intérieur de l'équipe autour de laquelle on construit notre expertise. Et puis ensuite, on a mis en place des collaborations avec différents acteurs en fonction des besoins. Je peux citer, ce n'est pas directement les pesticides, mais c'est quelque chose qui était très structurant pour les différents acteurs. C'est autour de la thématique de la pollution de l'air. On a une collaboration très étroite avec l'école centrale de Lyon, avec les experts de la mécanique des fluides. Au départ, on était bien loin, on a mis un temps parce qu'il faut parler un même langage, il faut pouvoir se comprendre et depuis, on a co-dirigé 2 thèses et réalisé un certain nombre de projets ensemble où on est toujours dans les situations win-win. D'autres collaborations, c'est autour de la toxicologie. Et puis, plus récemment, autour de l'outil Gouramic avec les experts qui font la reconnaissance d'images. Et à chaque fois, je pense que ça nécessite un temps dans les projets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de l'acculturation, de comprendre où est l'autre, les attentes des uns et des autres, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Et aussi parfois des difficultés, ce que Lénie a présenté ce matin, pour ceux qui ont fait le développement
de l'outil de reconnaissance d'images, ils sont allés au bout de leur domaine de recherche, dans la recherche. Nous, on a besoin qu'il y ait une évaluation de la performance de l'outil et donc quelques cycles d'évaluation et d'évolution de l'outil. Mais ceux qui travaillent sur ces approches IA et deep learning, ils disent bah non, ça c'est plus dans leur domaine de recherche, ils vont plutôt travailler sur un autre outil. Voilà, ça marche sur leurs besoins et donc voilà, ça donne aussi des exemples où on a besoin parfois d'un deuxième tour pour pouvoir vraiment jointer ces expériences. Et je pense que là aussi, il y a des collaborations nécessaires. On peut aussi parler, on a peu parlé aujourd'hui puisque c'était plus sur les données géomatiques et spatiales, mais sur les approches statistiques qui nécessitent une expertise importante quand on travaille sur les multicollinéarités qui ne sont pas intégrées habituellement dans avec les méthodes statistiques et épidémiologiques habituelles, des régressions logistiques, mais qui nécessitent des développements de nouvelles modèles statistiques plus complexes. Et je pense par rapport à la plateforme Green Data for Health, je pense qu'il y a un temps ou une dimension à intégrer qui est aussi le travail sur cette interopérabilité des bases de données et qui est justement qui a à l'intersection des deux et ce jointage et de l'intégrer dans à la fois les réflexions méthodologiques techniques, dans les réflexions des financements et dans les process, comment on fait finalement le plugging dans ces données-là. Et je pense que là-dedans aussi, Santé publique France, en tant qu'agence nationale, un rôle important aussi d'appui à jouer, d'alerter ou d'appuyer sur l'importance de ces connexions pour pouvoir avancer vis-à-vis des décideurs. Mais c'est peut-être plus dans la troisième question que tu vas nous poser, Sébastien. Je m'arrête là. Absolument, merci Béatrice. Mais justement, on va sans tarder, parce que là, on a déjà un peu dépassé le temps. J'espère qu'on a encore une dizaine de minutes pour pouvoir terminer correctement la session. J'avais une question effectivement autour de la façon dont la synergie entre les différentes disciplines était favorisée ou non par le paysage institutionnel. Donc ça rejoint la fin de ton intervention, Béatrice. Et du coup, je te redonne la parole, mais de manière peut-être brève, pour que tu nous donnes quelques éléments sur ce point-là. Et ma question était aussi, on a un représentant du ministère de la Recherche que je remercie de sa présence. Est-ce que selon vous, et peut-être Enrique et toi, vous pouvez répondre à cette question-là, les appels à projets de recherche aujourd'hui sont structurés et permettent cette transdisciplinarité ou interdisciplinarité qu'on a évoquée aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a encore des leviers là aussi perfectibles pour faire agir et travailler ensemble les différentes communautés? Alors, merci, je vais essayer d'être bref. Je pense que voilà, déjà, il y a un élément important, c'est d'insister sur cette nécessité. Il y a un transfert de connaissances nécessaires et des approches pédagogiques à la fois via la société sur ce sujet socialement vif, mais aussi les décideurs. Et on travaille actuellement avec la métropole de Lyon sur quelque chose qui nous a été demandé par la métropole de Lyon, de dire comment ils peuvent mieux s'approprier les résultats, mais aussi les enjeux de nos recherches. Et donc, un projet un peu pédagogique de co-construction avec les décideurs aussi pour qu'ils comprennent mieux nos difficultés, nos enjeux, mais aussi ce que les recherches apportent. Et je pense que ça nécessite de notre côté aussi un effort. J'ai eu le même échange avec l'ARS Rhône-Alpes-Auvergne pas plus tard que la semaine dernière, qui disait bah oui, c'est très bien vos publications scientifiques, mais on ne les lit pas. Donc cette traduction non seulement vers le public, mais aussi vers les décideurs pour qu'ils puissent mieux comprendre nos problématiques. Ça, c'est pour moi un premier point. Un deuxième point, ce que je disais tout à l'heure, réfléchir à l'instar de ce que peut faire d'autres plateformes, par exemple Euragen sur la génétique, qui intègre non seulement la plateforme,
mais aussi un certain nombre de réflexions méthodologiques, voire de support dans le cadre des financements des grands équipements, qui permet justement de répondre à ces enjeux d'interopérabilité, de connectivité et les enjeux méthodologiques. Et puis, il y a la question de, effectivement, oui, non, il y a encore un autre point, et je reviens spécifiquement sur Pestirive, ce qu'on a essayé de faire avec le projet SIGEXPO Zome, c'est de valider nos indicateurs géographiques avec des données de mesure et de faire entrer ces données toxicologiques à un moment donné aussi dans la base de données ou les rendre accessibles pour qu'on puisse valider avec des données de mesure sur le territoire des indicateurs qui sont finalement des surrogates avec l'occupation du sol, etc., mais de voir est-ce qu'ils sont corrélés ou pas à une réalité de mesure sur le terrain. Et puis pour finir, sur les appels à projets, je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui montre effectivement qu'on ne peut pas aller directement au but et dire j'ai des données épidémiologiques, je vais mettre une variable pesticide et je vais calculer le risque. Mais que cette variable pesticide, elle est très, très, très complexe et que c'est un projet en soi. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, que ce soit les appels à projets ANSES, que ce soit les appels à projets de la Fondation de France, de l'INCA, de la Ligue, ils veulent des données santé, d'estimation de risque, avec des budgets qui couvrent effectivement, quand on a des données épidémiologiques là, quand on a la variable, qui couvre effectivement qu'on puisse faire une estimation du risque, mais qui ne vont pas couvrir ces travaux très complexes de construction de la méthodologie et de l'indicateur. Et donc, je pense qu'il y a une réflexion nécessaire sur cette dimension méthodologique dans les appels à projets et leur soutien financier. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Béatrice. Enrique, je te passe la parole sur le même... Oui, donc... Là, par rapport à la structuration sous forme d'appel à projet, donc là, ce que j'ai essayé de vous présenter sur l'initiative interne à INRAE et les métaprogrammes, c'est au cœur. Hein. Donc là, ce qu'on mobilise, c'est vraiment des disciplines très différentes pour traiter des questions qu'une seule discipline ne pourrait pas traiter. Ça, on le fait en interne, mais c'est un dispositif, c'est un instrument INRAE qui est très ouvert à l'extérieur. Donc en particulier, il y a on a des projets où l'ANSES participe avec son dispositif de phytopharmacovigilance. Il y a l'INERIS qui participe et il y a l'INSERM qui participe, des équipes qui participent. Donc, c'est un dispositif INRAE. On mobilise et on va chercher des compétences qui ne sont pas en interne à INRAE et on met en commun et on partage des compétences différentes dans les différents départements INRAE. Donc, ça, c'est un point. Et après, par rapport au appel national, hein, donc on ne va pas parler des appels européens, mais au niveau national, donc dans l'ANR, souvent il y a beaucoup d'appels. La partie pluridisciplinaire, c'est vraiment mis clairement, hein, donc ce qui est attendu, c'est ce type de projet. Et concernant les pesticides, donc il ne faut pas oublier tout ce que fait Ecofito, hein, et en particulier l'axe recherche Ecofito, dont l'interdisciplinarité, donc c'est vraiment au cœur de la plupart des appels, hein, et en particulier, il y a un appel, je pense que vous connaissez, donc un appel qui est actuellement en cours d'évaluation sur les produits phytopharmaceutiques, de l'exposition aux impacts sur la santé humaine et les écosystèmes, et en mobilisant des approches une seule santé. Donc là, vraiment, ce qu'on cherche, c'est de mettre en commun des communautés qui touchent à la partie impact environnemental et impact santé. Et donc là, toujours dans le cadre de Ecofito, donc bon, vous ne connaissez sûrement pas, mais il y a, pour la partie recherche, il y a un conseil scientifique d'orientation, recherche et innovation. Il y a une quarantaine de personnes qui participent à ce conseil scientifique d'orientation. Et il y a 40 personnes, il y a peut-être une trentaine de disciplines qui sont mobilisées. Donc ce conseil fait un appel à candidature, hein, il va renouveler à la fin de l'année. Et donc, s'il y a des candidats qui veulent rejoindre les CSORI, ça s'appelle comme ça, Conseil scientifique d'orientation, recherche et innovation, ils sont les bienvenus pour contribuer et augmenter la disciplinarité de ces conseils et des COFITO. Hein. Et les disciplines sont équilibrées. Tu estimes qu'il y a suffisamment de représentants de la santé humaine, par exemple ou... Actuellement, sur une quarantaine, il y a 3 personnes, je crois, de santé humaine. Je veux dire, c'est pas équilibré, c'est pas 20 et 20, quoi, mais il y a des HS, il y a des économistes, donc
il y a l'ensemble des disciplines qui sont intéressantes pour. Ok, merci Enrique. Et Marie, une dernière fois, je vous redonne la parole pour que vous nous reparliez peut-être un peu de cette journée que vous organisez dans l'animation des communautés Green Data for Health et Health Data Hub, qui effectivement me semble être un point important d'évolution, hein, à la jonction de ces deux interfaces ou de ces deux plateformes. Est-ce que vous pourriez nous redonner quelques mots et peut-être promouvoir à nouveau cette journée qui a lieu au mois de juillet? Oui, surtout n'hésitez pas. Alors, ça aura lieu le 7 juillet au matin, de 9h à 12h30 à l'Arche de la Défense, au dernier étage. Si vous souhaitez y participer, je peux vous envoyer une invitation, donc vous pourrez me donner votre contact. C'était vraiment important pour nous. Actuellement, il n'y a pas de groupement ou de communauté existante sur la donnée au service de la santé-environnement. C'était important pour nous de lancer cette communauté pour que les acteurs puissent s'identifier, échanger et nous aider à améliorer, alors que ce soit le Health Data Hub, le Green Data for Health et tous les autres outils existants. Voilà, donc ça aura lieu le 7 juillet. J'ai parlé des 3 grandes séquences. Un aspect sur le lancement de notre catalogue en ligne, un autre sur les aspects de partage et communication des données environnementales et utilisation des données personnelles en santé. Et le dernier, sur une table ronde sur les stratégies d'amélioration. On va parler d'appel à projet pour la montée en qualité de données et également sur la fédération de systèmes d'information avec l'intervention de l'OFB ou la réponse à des directives, avec par exemple la directive bruit présentée par la mission bruit du CERAMA. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment très important de lancer ce premier événement qui, à court terme, va nous permettre, nous, sur l'outil, d'améliorer son fonctionnement, de pouvoir impliquer les acteurs et ajouter des éléments. Alors, comme on a une approche qualitative, on a peu de jeux de données, ça nous permet de pouvoir identifier sur un jeu de données quelles peuvent être les réutilisations ou les indicateurs qui sont construits à partir de ces jeux de données ou remonter en amont, se dire une base de données, quelles sont les données qui ont permis de consolider cette nouvelle base de données en général agrégée. Il y a aussi le point que vous parliez de la partie sur les éléments juridiques. Est-ce qu'un jeu de données est accessible? Si oui, comment? On a un juriste dans l'équipe qui travaille à identifier les différentes étapes, données diffusées, données accessibles uniquement sur demande, sous conditions non accessibles. Ça, ce sont des choses que l'on identifie au fur et à mesure, et donc le lancement de cette communauté permet aussi de faire les points, notamment sur les données de sol, pesticides, sur la gouvernance de cette donnée qui est souvent complexe. Et je dirais, si je devais rêver, in fine, cette communauté pourrait même aboutir à travailler ensemble sur les enjeux de la donnée en santé-environnement et pourquoi pas travailler ensemble sur la feuille de route de la collecte de la donnée pour servir l'objectif de santé-environnement et stimuler la prise en compte des besoins de la recherche dans la montée en qualité et collecte de futures données. Voilà, je pense que j'ai tout dit et en tout cas, n'hésitez pas à me communiquer vos coordonnées si vous souhaitez y participer, on sera ravis de vous avoir. Alors oui, justement, j'allais y venir. Non, on organise les deux, distanciel et présentiel, mais on vous invite à venir en présentiel parce que pour l'instant, l'amphithéâtre va surtout être... on a plus de personnes à distance, comme on souhaite inviter les territoires et des organismes en province. Voilà, on essaie de faire un petit teaser pour réserver le toit de l'Arche avec la vue pour motiver les personnes à venir en présentiel. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Marie, merci Béatrice, merci Enrique pour cette table ronde qui j'espère aura permis d'apporter des éléments de synthèse sur ces différents freins et leviers activés pour pouvoir favoriser la synergie entre producteurs et utilisateurs dans une perspective d'estimation des expositions. Il me reste la lourde tâche de conclure, donc quelques minutes, hein, parce que c'est écrit 15 minutes sur le programme, mais je ne ferai pas 15 minutes de conclusion. Déjà, pour vous remercier toutes et tous d'avoir pu vous connecter ou être présents ici à Saint-Maurice à ce séminaire, et la composition des personnes présentes pour nous est très importante et emblématique, j'ai envie de dire, de la santé publique et en particulier de la santé environnementale et la façon dont on conçoit cette discipline qui est nécessairement interdisciplinaire. Et en tant qu'agence, hein, comme le disait Béatrice, effectivement, on se doit quelque part d'animer le réseau des contributeurs. Et pour nous, faire ce type de séminaire, c'est une forme d'animation du réseau d'acteurs. Et je vous remercie vraiment pour vos contributions très riches et les discussions qu'on a pu avoir. Évidemment, ça a pu paraître frustrant, les temps étaient limités comme toujours, mais ce sont en tout cas des pistes de réflexion et j'espère que les discussions se prolongeront entre vous. Donc effectivement, on est aussi, nous, enclins à pouvoir organiser ce type de séminaire assez régulièrement. On en a fait un récemment sur les premières
problématique de biosurveillance, où là aussi on a essayé de réunir les chercheurs, les représentants de l'administration centrale, de manière à pouvoir aussi ouvrir des perspectives communes sur le programme national de biosurveillance. Et je pense que sur la question des pesticides, il y aura matière à pouvoir encore réfléchir à l'organisation de nouveaux séminaires. Alors on voit qu'il reste bien sûr de nombreux défis méthodologiques, hein, permettant la jonction des différentes informations nécessaires et indispensables pour estimer de manière correcte l'exposition des personnes exposées à des parcelles dans lesquelles on a des épandages de produits phytosanitaires. On voit aussi des progrès, hein, l'initiative du Green Data Forest, c'est assez emblématique, et sur le versant de la santé, l'initiative du Health Data Hub, qui est plus ancienne, est aussi une initiative tout à fait pertinente, intéressante, et je pense que le croisement des deux va être aussi une source de projets, de perspectives et de défis à pouvoir atteindre, et ça, c'est des questions qui vont nous animer dans les années qui viennent. Alors effectivement, vous avez cité le fait que Morgane, et en particulier la direction santé environnement travail, on est très attentif à ce qui se passe dans le Green Data Forest et aussi sur le Health Data Hub, parce que on parle ici des questions d'estimation en population générale, mais on est aussi confronté à ces questions de combinaison des bases de données et de cartographie dès lors qu'on a un accident technologique industriel, par exemple, où là, l'accès à la donnée est évidemment extrêmement compliqué également. On l'avait déjà abordé au cours de discussions dans le Green Data Forest, et donc ces champs-là, évidemment, sont des champs extrêmement importants en termes de réponses à apporter, en termes de questionnement de santé publique de la part des populations, puisque tout ce qui nous anime ici, évidemment, ces questions méthodologiques sont extrêmement importantes, mais ce qui nous anime, c'est la santé publique. Et c'est comment, à partir des données qu'on produit, des méthodes qu'on met en œuvre et des travaux qu'on réfléchit ensemble, on arrive à donner des réponses qui soient scientifiquement éprouvées et fondées, et qui permettent, en l'occurrence ici, de protéger la population de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques. Et donc, on avait choisi cet exemple-là parce qu'il était assez structurant et assez illustratif de différents travaux qu'on menait. Alors, bien entendu, ces défis ne pourront être relevés que, et on l'a dit, hein, si l'information de base est disponible, et c'est quelque chose que j'ai entendu de plusieurs présentations, donc l'accessibilité autour des pratiques agricoles et des cahiers d'épandage, ça me semble être un élément majeur sur lequel on converge tous, et qui peut être un élément qu'on redit au pouvoir public, en particulier le ministère de l'Agriculture, sur le fait de pouvoir organiser aussi la mise à disposition de ces informations de manière centralisée, numérisée, parce que c'est aussi un élément clé à la fois de connaissance et d'information des populations qui sont exposées aux produits phytosanitaires, et qu'en matière de santé publique, évidemment, la transparence est un point important. Béatrice l'a dit, le fait de pouvoir aussi traduire nos données en des éléments qui soient compréhensibles de la part des décideurs, qui ne soient pas que des publications scientifiques. Et là, je dirais que notre rôle d'agence, on a un rôle majeur aussi dans cette perspective-là, de pouvoir traduire les données scientifiques en des faits qui puissent être utilisés par les pouvoirs publics dans un objectif de protection de la santé publique. Et donc là, ça me semble être un élément autour du plaidoyer, et comme disait Enrique, comment on utilise la santé pour évaluer et faire bouger, le cas échéant, les politiques publiques sur la base, encore une fois, d'éléments scientifiques. Et là aussi, je pense qu'on a parlé de collaboration entre disciplines, mais les collaborations avec les différentes parties prenantes, y compris les riverains exposés ou les travailleurs exposés, me semblent être là aussi des voies peut-être de réflexion à avoir dans le cadre de prochains séminaires. Voilà, donc je ne serai pas plus long. En tous les cas, encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Merci beaucoup à Morgane, Laura, Margot de la Direction Santé Environnement Travail, qui ont conçu et animé de main de maître cet événement. On sait que les événements hybrides, même après 2 ans de pandémie, ne sont pas toujours simples. Je pense qu'on a eu un événement qui s'est organisé dans des très bonnes conditions matérielles. Merci aux personnes qui nous ont suivis en ligne toute cette journée. Et pour ceux qui sont présents, je vous souhaite un très bon retour, parfois sur des destinations très lointaines, puisqu'on a des représentants des Outre-mer. Je vous remercie particulièrement d'être venus jusque nous aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.